Pôle Nord, Everest, Pôle Sud. De grands noms à jamais gravés dans nos cœurs, ou plutôt dans notre cœur. Celui du groupe militaire de haute montagne, le GMHM. La bannière de notre engagement à venir à bout de ces légendes de la nature, à dépasser les limites de l'infranchissable et à donner à la peur des victoires insoupçonnées. Pour l'heure, ce sont des visages, des regards, des sourires, des atolls de générosité dans une mer calme d'hostilité. Voilà ce qu'il me reste de ces traversées de l'infini, de ces victoires de la résistance, sur ce qui, pour nous, la mettent le plus à l'épreuve, à savoir le froid, l'altitude, la verticalité et surtout l'isolement. 9 janvier 1999. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Nous sommes venus à bout d'un vieux rêve, celui de toute une vie, d'un idéal, le challenge des 3 pôles. Depuis toujours, il a creusé les sillons laissés derrière nos skis, inspiré chacun des pas nous rapprochant d'un sommet, épaissi nos combinaisons contre les froids les plus rudes. Aujourd'hui, au point de croisée de tous ces sentiers, je me pose la question de savoir ce que nous sommes allés chercher au bout de cette quête qui nous anime depuis le flocon. La réponse la plus sincère qui me vienne serait l'exploit. Mais il s'agit de toute autre chose en vérité. Cette chose est un trésor d'une valeur inestimable. Je pensais le trouver au pôle Nord, au pôle Sud ou au sommet de l'Everest, mais c'est en revenant que je m'aperçois qu'il se cache en fait tout près de ce que nous connaissons le mieux. Que ce trésor, c'est nous-mêmes. Le pôle Nord, en 1996, fut mon premier contact avec la banquise. Nous nous apprêtâmes à traverser l'Arctique en autonomie totale sur 8 semaines. La veille du départ, en lestant ma poulka de ses 130 kilos, je m'aperçus que c'était ma vie et ma survie que je devrais traîner derrière moi sur 1000 km. Heureusement, nous étions préparés à cette réalité qui se précisait à mesure que le coup de feu du départ se rapprochait. Je me rappelle que nous ne nous sommes pratiquement pas parlé ce soir-là. La nuit fut blanche ou presque. Il était temps de partir. Au sortir de l'hélicoptère, dernier convoi avant le départ, j'eus l'impression de fouler le sol d'une planète inexplorée. Elle s'était mise en beauté, cette planète, pure, lisse, dans sa longue robe blanche toute neuve. On aurait dit qu'elle nous tendait les bras, qu'elle n'attendait que nous. Jamais je ne me suis autant senti tourner vers l'avenir, vers l'inconnu, vers ce que je n'avais pas vécu et que je me languissais de vivre pour le meilleur et pour le pire. De ce mariage soudain naquit une force insoupçonnée qui se mit à croître à la vitesse de l'éclair. C'est en me sentant perdu dans cette contrée sans horizon qu'une nouvelle évidence s'est révélée en moi. Avoir conscience de sa petitesse, c'est avant tout se sentir immense. Se voir minuscule face à l'infini et décider d'en venir à bout rend invincible. 3 ans auparavant, en 1993, le premier contact avec l'empereur des sommets, l'Everest, qui règne sur le monde du haut de ses 8848 mètres, fut également des plus mémorables. D'emblée, comme une sommation de nous prosterner devant lui, il fit gronder sa majesté comme nous nous présentâmes.
aspect orienta depuis ce moment notre progression. Chacun de nos pas vers le sommet des sommets était empli de cette extrême gratitude qu'il exigeait de chacun de nous. Ce que je retiendrai de l'Antarctique, l'expédition dont nous sommes à ce jour de retour, c'est l'avant-départ. L'insoutenable attente. Le temps était si capricieux et hostile à notre expédition que nous dûmes patienter 15 jours dans le froid pour pouvoir partir tout recroquevillé dans la tente, baigné jour et nuit de la lumière d'un soleil blafard. 21 novembre 1998. La première journée de marche tant attendue me fit la même impression qu'il y a 3 ans au pôle Nord. À cette différence près que le soleil pesait sur nous de tout son poids et que nous dûmes surprotéger nos lèvres. Lorsque nous partîmes, le spectacle fut splendide, féerique, mais peu à peu la beauté immaculée du paysage céda sa place à la monotonie, faute de pouvoir river son regard sur un point fixe et de le prendre comme but de la journée de marche. Le plateau polaire n'a pas tardé à donner le diapason de 2 mois de traversée, si bien que dès les premiers kilomètres, nous dûmes nous raccrocher à notre morale. Élément moteur de notre résistance, le problème n'était pas d'avoir le moral, mais de savoir comment l'occuper avec un sentiment d'isolement aussi puissant. Le vide, à perte de vue. Rien qu'avec une invariable lame comme horizon, à peine détachée de la terre et du ciel, nous glissions sur la neige glacée au rythme hypnotisant du couinement des fixations et du frottement constant des bulkas. Ces bruits parasites à notre concentration s'estompaient dans les zones providentielles de poudreuse. Mais cette dernière nous faisait payer cher ce silence béni, en souillant lentement la carapace blindée de nos chaussures et menaçant au fil des heures de nous congeler les pieds. Intermède. Et puis il y avait ce que nous appelions les plaques, dont la redoutable présence-absence nous faisait froid dans le dos. Dans ces zones minées, le plateau éternuait, en libérant des craquements sourds qui nous laissaient croire que la glace pourrait se dérober sous nos skis et nous aspirer dans l'une de ses crevasses secrètes. Ces zones de plaques étaient très efficaces pour notre moyenne. La constance de la moyenne constituait une occupation insigne de nos esprits durant l'ennuyeuse progression, sachant pertinemment qu'elle serait plombée à la première journée de white-out. Le montage du camp aussi était toujours une affaire de morale. Après tant d'heures de marche, il fallait trouver dans nos membres tétanisés par le froid et la fatigue les ressources nécessaires pour ériger un camp décent dans lequel nous pourrions nous reposer. Sachant qu'une fois la nuit passée, il faudrait démonter de nouveau les tentes pour avaler la bonne vingtaine de kilomètres du lendemain qui nous rapprocherait du but. Au 33e jour de marche à la veille de Noël, nous passâmes sous la barre des 500 kilomètres. Je ne me rappelle pas d'un soir où nous n'avons pas été à bout à force de ne pas voir celui de l'expédition. Bien souvent, nous devions même nous passer du réconfort de la liaison radio, fermement attendue depuis le matin et grâce à laquelle nous pouvions recevoir quelques nouvelles des nôtres de la bouche de Benoît qui veillait sur nous depuis la base arrière. Mais fréquemment, ne pas pouvoir joindre Patriot Hill par radio ou la France par fax nous amenait désespérément jusqu'au dernier repas de la journée, après le montage du camp.
Des nouvelles fraîches de nos pôles. Un parfum d'aventure vient nous glacer les narines en cette fin d'année 1998. Avec le challenge des 3 pôles dont l'Antarctique constitue le 3e volet, le GMHM, après avoir déjà traversé l'Arctique en 1996 et être venu à bout de l'Everest 3 ans auparavant, en 1993, poursuit les exploits qui confèrent à Papa Noël de bien se tenir. Originaire de Chamonix et créé en 1976, le GMHM est formé d'une dizaine d'hommes de l'école militaire de haute montagne. Il constitue l'équipe de pointe de l'alpinisme et des expéditions lointaines de l'armée de terre. Véritable laboratoire humain, sa mission est d'occuper le créneau de la maîtrise de l'homme face à des conditions physiques et climatiques extrêmes, ce afin d'assurer le rayonnement de l'armée de terre. Partis en autonomie totale il y a 40 jours, ce qui est une première en France, le GMHM peut se féliciter d'avoir, en ce soir de Nouvel An 1999, réussi à passer en dessous de la barre des 200 km avant l'arrivée, qui conclura l'expédition des 3 pôles. Nous leur souhaitons bonne chance et bon vent! Automne 1993. L'Everest. Comment exprimer l'inexprimable? Comment raconter l'inénarrable? Je crois que chaque marcheur a gardé une impression très personnelle de cette ascension muette. Grimper, évoluer, défier cette pesanteur qui paraît démesurée du fait de son impressionnant dénivelé, voilà ce que je garde. Je ne peux me souvenir que des milliers de flexions qui m'ont permis de venir à bout de cette pente, tant infinie que légendaire. Les commenter serait vain. Les mots sont trop petits pour parler de ce géant à la tunique blanche. Et puis le colosse a ce mystère terrifiant qui oblige le commun des mortels à garder scellé en lui ce qu'il a pu trouver sur son crâne. À l'instar du chevalier qui partit chercher le Saint Graal, le trouva et revint chez lui bredouille pour taire ne serait-ce que sa divine existence.
peine le vent se leva que le white-out envahit le paysage. Le plateau se fondit alors dans le ciel et même la frontière de l'horizon ne parvenait plus à les séparer. J'eus beau nicher mon regard n'importe où, histoire de le distraire un peu, mais rien n'y fit. Le blanc total vint assiéger chaque parcelle de mon champ de vision. Le blanc, comme neige, rend fou lorsqu'il casse même les blancs cassés. Mon moral fut affecté. Les heures étaient trop longues et l'on était seul dans l'effort. La moindre bosse obligeait à donner un coup de rein. Mon corps avait été préparé pour évoluer dans des conditions les plus extrêmes, prévenu du froid le plus cassant, du vent le plus cinglant, habitué à l'altitude la plus oppressante. Mais un isolement aussi prononcé devient meurtrier quand il affecte à ce point le moral. J'avais épuisé mon stock de souvenirs pendant l'attente du départ. C'est pourquoi je restais le nez collé à mon compas, sur lequel je n'aurais pu avancer, et me raccrocher à mes skis, mes gants et mes bâtons. La dernière définition du familier qui me permettait de tenir dans cette blancheur infinie qui me faisait même perdre l'équilibre. La forme physique et le moral tiennent à peu de choses et obéissent à une dualité selon laquelle l'une dépend de l'autre. Dans des conditions comme celle du pôle Sud, la douleur morale finit par devenir physique. Le plus drôle, c'est que je continuais à regarder ma montre comme s'il m'avait fallu connaître l'heure pour ressentir la fatigue et me dire qu'il fut temps de se coucher. Base arrière, ici marcheur, si vous me recevez, parlez. Base arrière, ici marcheur, si vous me recevez, parlez. Base arrière, ici marcheur, si vous me recevez, parlez. Base arrière, ici marcheur, si vous me recevez, parlez. Antoine de Benoît, je te reçois, vous êtes où là, parle? 86 17 Sud. 86 17 Sud. 51 08 Ouest. 51 08 Ouest. Nous avons fait 27 km et demi. On a eu du white-out toute la journée. Enfin, tempête de vent jusqu'à 70 km/h. Température par contre assez clémente, entre moins 5 et moins 10. Bon terrain, à toi. Ok, message de Manu à Ben. Mon chéri, le temps passe à vitesse grand V. Les semaines défilent et heureusement, le compte à rebours a débuté. On croit tous, dur comme fer, à votre succès. Je ne te dis pas la chouille que l'on va se faire à votre retour. Les 3 pôles
ça ne se fait pas du bout des doigts. Les petits vont bien. Baptiste parle souvent de toi et tu lui manques. Mais il a très bien compris ce que tu fais. Léo est tout sourire tout le temps. Et ses yeux sont de plus en plus bleus. Il perce sa première dent. Je pense à toi tout le temps et je t'aime fort. Tu me manques. Fin du message. As-tu bien pris, parle. Et Antoine, bien reçu, à toi. De bonnes nouvelles du toit du monde en cet automne 1993. Partis il y a 2 mois de leur base d'origine à Chamonix, les marcheurs du GMHM viennent d'arriver au dernier camp avant l'abordage du sommet légendaire de l'Everest. Dans une ambiance bon enfant, nos compagnons du GMHM attendent l'assaut final en s'acclimatant encore aujourd'hui aux 7000 mètres qui les plombent sous un soleil peu indulgent et un manque notoire d'oxygène. Cette mission himalayenne, au cours de laquelle ce groupe recherche, développe et expérimente des techniques nouvelles au profit de l'armée de terre, ouvre le premier volet d'une épique expédition, celle des 3 pôles. Après l'Everest, le pôle Nord, disent-ils, avec l'aplomb et l'assurance qui les caractérise. Le départ de cette prochaine expédition polaire est prévu pour l'hiver 1996. Le chant de notre coq national leur adresse ses meilleurs vœux de réussite. Quant à nous, nous leur scandons depuis Paris pollué un bon vent. Virevoltent également dans ma mémoire les souvenirs de l'aboutissement, où soulagement et nostalgie s'entremêlèrent, libérant nos cœurs remplis de fatigue pour les laisser s'envoler vers les étoiles victorieuses. Je n'oublierai jamais l'arrivée au sommet de l'Everest. Le plus marquant fut de me sentir effectuer les derniers pas qui pesaient plus lourds que des enclumes. Les bouteilles d'oxygène avaient été ensevelies quelques jours auparavant par une colère de la Toute-Puissante. Plus je m'essoufflais, plus je trouvais mes poumons trop petits. À bout de force, la sensation de vaincre l'impossible nous sacre roi du monde. Quant à l'arrivée au sommet à proprement dite, elle m'apparut comme une installation sur le trône d'un règne éphémère. Plus proche de nous, au pôle sud, nous aperçûmes la base où nous attendait tout le monde 20 km avant d'y arriver. Curieusement, je me souviens que nous prîmes notre temps au lieu de nous hâter vers le but. Ce fut le cœur serré que nous caressâmes le trophée du pôle géographique. Nous savions que nous mîmes par là même un terme à une aventure inoubliable qui ne trouve pas sa résolution dans le fait de l'avoir vécue, mais plutôt dans celui de la vivre. Je me souviens d'à peu près les mêmes choses de notre dernière journée en Arctique, exception faite des retrouvailles tant attendues de nos proches venus nous rejoindre le jour même. Nos familles, nos amis, le reste du GMHM qui veillait sur nous depuis la base arrière. Eux qui avaient été à la fois si présents et absents durant ces 1350 km d'expédition, là, maintenant devant nous et venant à nous. Les températures avoisinant les -30 de moyenne qui avaient jusque-là transi nos corps et nos cœurs furent anéantis par la joie fougueuse de cet instant béni. Enfin, je pense à mes compagnons, mes fidèles acolytes du GMHM, que j'ai su voir si différemment sur ces 3 expéditions, et sans qui je ne serais pas dans cet avion, à confier mes souvenirs. Nos vies respectives étaient blotties au creux de nos mains. Pas une n'était plus chère qu'une autre, pas un grade ne valait plus qu'un autre. Nous sommes partis un beau jour, il y a 6 ans, pour l'Everest, et avons fait durer la gageure jusque ce jour, en traversant les 2 pôles. Tout ce que je sais, c'est que nous l'avons fait, au prix d'efforts quotidiens que nous sommes seuls à connaître. Car je l'ai déjà dit, le challenge des 3 pôles, ça se vit. Je conclurai par une histoire ramenée d'un temple du Népal à Seth. Elle raconte qu'un jour, l'un des anciens du temple gisait sur son lit de mort. Les autres moines se pressèrent autour de lui, le vêtirent de son linceul et se mirent à pleurer.
Mais l'aîné des moines ouvrit les yeux et rit. Il rit une deuxième fois, puis une troisième fois. Voyant cela, les frères l'interrogèrent. « Dis-nous, père, pourquoi ris-tu tandis que nous pleurons ?» Le vieux moine de leur répondre, « La première fois, j'ai ri parce que vous craignez la mort. La deuxième fois, parce que vous n'êtes pas préparé à la mort. Et la troisième, parce que je quitte mes peines pour le repos. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'il ferma les yeux et mourut. Le GMHM tient à dédier ce film et ses projets futurs à la mémoire de ses chers compagnons, Alain et Jean-Marc, disparus depuis.